J'ai récupéré les clés en mars et la semaine d'après, c'est full lockdown. On s'est dit, bon, là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on s'est dit, il y a un truc qui va se passer. On n'était pas sûr quoi, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et tu savais pas quand? On savait pas quand. On s'est trouvé un moment, on dit, ok, on a passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on dit, là, ça va jamais suffire. Donc c'était simple, j'ai acheté tout ce que je pouvais. J'ai vraiment littéralement acheté tout ce que je pouvais, qui était cohérent avec les gammes que je faisais, bien sûr. On s'est dit, là, il faut y aller, là, c'est maintenant, quoi. Donc j'ai mis un peu au sol, le tapis, j'ai tout mis, tout ce que j'avais de côté, j'ai pris un PGE en plus. Et là, c'était vraiment parti pour le coup. Ouais. Tu te vois arrêter de bosser un jour ou... Non, jamais. C'est trop bien. Tant que je bosse dans le vélo ou dans l'automobile ou quelque chose qui me plaît comme ça, non, j'arrêterai jamais de bosser. Salut Chris. Salut. Comment tu vas? Très bien, et toi? Eh bien écoute, ça va super. Bienvenue chez Chris Bike à Dijon. Merci beaucoup de me recevoir. Et moi aussi, je suis ravi de te recevoir En Roue Libre. Petite note pour vous qui nous écoutez, ou que vous nous regardez, sachez que cet épisode est disponible sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc., mais également sur YouTube. Donc quelques heures après la diffusion de cet épisode en audio. Donc si vous préférez la vidéo et si vous voulez voir à quoi ressemble Chris et le magasin également, le shop, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. C'est dans quelques heures et je vous mettrai le lien dans la description. Bon Chris, comment ça va? Écoute, ça va. L'hiver est bien parti, mais ça va. Très bien. Bon, on est quand même dans un des plus beaux shops. Je dois reconnaître que... j'en ai vu quelques-uns, je les ai pas tous vus, mais celui-là, il est assez insolent. Insolent. Non, c'est depuis le jour que j'ai commencé le vélo, je voulais avoir un vrai truc, un vrai bâtiment, de la taille, les vélos bien exposés, qu'on puisse circuler, qu'on puisse essayer les vélos à l'intérieur. Puis là, on est un peu au paradis, quoi, pour les consommateurs et même pour nous au quotidien, c'est trop bien, quoi. T'as énormément de vélos. T'as combien de vélos là en stock? Ça varie énormément. Des fois, le plus petit nombre, ça tournait autour de 300 et on est déjà monté à 1000 vélos quand même. Ok. Mais aujourd'hui, on essaie de réduire un petit peu le nombre de vélos. C'est pas évident, mais on essaye de réduire un petit peu et avoir des paniers moyens et des vélos un petit peu plus chers encore. Ok. Voilà. Donc, qualité. Qualité, montage et vendre vraiment les vélos que moi j'adore, que mes gars ils adorent, que nos clients adorent. Enfin, vraiment envie de vendre les vélos qu'on aime, quoi, tout simplement. Ok. Donc j'ai envie de connaître plein de trucs à propos de ça. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai été évidemment très impressionné par ça. Je te connais pas depuis fort longtemps, mais j'étais impressionné par ça. Donc mon objectif, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on en arrive à un magasin de 1200 mètres carrés comme ça. Alors, on a échangé un petit peu et tu m'as expliqué le parcours, donc c'est pas arrivé de nulle part. Non. Et c'est ce que j'ai aussi envie d'aborder avec toi, parce que c'est, comme je disais avant, c'est insolent. Et alors, tu es très visible aussi, tu fais beaucoup de choses, donc j'aimerais que tu nous parles de ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à déjà à t'intéresser au vélo, et puis c'était quoi les multiples étapes avant d'arriver là? Ouais, c'est sûr, comme tu dis, c'est vraiment pas venu nulle part. C'est un travail énorme depuis mes 16 ans, je dirais. C'est là que j'ai vraiment commencé à travailler dans le vélo et travailler autour du vélo et tout qui consiste en vélo, quoi. Donc aujourd'hui, je viens d'avoir 35 ans. Donc quasiment 20 ans, donc ça fait 20 ans que je travaille pour arriver où on en est aujourd'hui, quoi. Ok. Parcours très simple. Déjà, je suis arrivé en France à peu près à l'âge de 10 ans, donc je suis anglais à la base. Anglais. Okay.
Et ce qui me permet déjà d'être bilingue et de comprendre beaucoup mieux les langages des marques, les langages techniques, et de communiquer plus facilement avec les marques d'outre-mer. Mm. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Mm. Puis après, effectivement, j'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai arrêté l'école à peu près à 16 ans, à peine 16 ans, et je me suis lancé un peu dans des stages, énormément de stages, dans plein de types d'entreprises différentes, pour vraiment comprendre et savoir ce que je voulais faire. Et vu que je faisais beaucoup de vélo à l'époque, ça me paraissait logique d'essayer dans un magasin de vélo. Et c'est là que je me suis rendu compte que le vélo, c'était trop bien, travailler dans sa passion, de quelque chose que tu comptes pas les heures, que tu as envie d'y aller tous les jours. Et ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai toujours envie d'aller tous les jours, j'ai envie de travailler tous les jours, je travaille 7 jours sur 7 et c'est un plaisir, quoi. C'est un vrai plaisir. Alors, c'était quoi alors les quelques étapes? Donc, tu as bossé dans un camping. À la base, le premier vrai truc, ta première vraie expérience avec le vélo? Ouais, alors il y a eu des expériences avant en stagiaire pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais mon premier emploi était dans un camping où c'est que je m'occupais d'un parc de location de vélos. Il y avait à peu près 250 vélos à réparer, louer, acheter, vendre. Et organiser des sorties avec les clients. Et c'est là que j'ai touché vraiment à tous les niveaux d'une entreprise de vélo. Donc aussi bien la caisse que la mécanique, que les achats. Et ça me plaisait énormément, quoi. Et une fois ça s'était terminé, je suis revenu sur Dijon et j'ai fait le tour de quelques magasins qui cherchaient du monde. J'en ai trouvé un et j'ai fait mon CQP cycle à l'époque. Et ça m'a permis de commencer apprendre les bases, mais même si c'est assez basique, et embauché par la suite, et c'était parti, quoi. Alors, c'était parti, et pas n'importe comment, apparemment, puisque tu as gravi les échelons dans le shop. Ouais, dans ce même magasin. Donc du coup, j'avais commencé stagiaire auparavant. Après, j'étais apprenti quand je faisais mon CQP. Je suis passé employé à faire de la mécanique et vendeur, à chef d'atelier, et après à être associé avec mon premier patron à l'auteur de 10%. Et par la suite, j'ai fini par racheter le magasin complet en quelques années. Et au parallèle que je travaillais dans ce magasin-là en tant que mécanique, vendeur, tout, j'ai monté un deuxième magasin qui existe toujours, que j'ai revendu entre-temps, quand on s'occupait des vélos d'occasion. Donc il y a à peu près 6-7 ans, on avait monté une boîte juste pour racheter et revendre les vélos d'occasion, comme il se fait énormément aujourd'hui. On avait commencé un peu plus tôt. Et ça permet de lancer un de mes meilleurs copains avec un magasin de vélo qui va très très fort aussi aujourd'hui, et d'avoir lancé une affaire avec un bon ami, et me lancer aussi, quand j'ai vendu le petit magasin, ça m'a permis de racheter un bâtiment plus grand, enfin tout ça, quoi. Okay. Et arrivé ici dans le grand local qui est insolent comme tu dis, c'était en 2020 avec l'arrivée du Covid, tout en même temps. Et on a fait tous les aménagements, tout le travail pendant les périodes Covid qui étaient plutôt compliquées. Ouais. Alors, si on revient un peu sur ce parcours donc, dans le magasin, donc tu es arrivé apprenti donc, pour faire ton CQP. Tu as en gros gravi tous les échelons dans un magasin jusqu'à racheter le magasin. En combien de temps ça s'est fait? Ouais, je dirais à peu près en 5-6 ans. En 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. J'ai commencé, j'étais un peu stagiaire on va dire 2012. Après, je suis parti un peu, mais j'étais embauché ouais, en 5 ans et demi, 6 ans. Ouais. C'est rapide. Alors, pour certains, ça peut te paraître rapide, mais pour moi, c'était beaucoup trop lent. Et c'est peut-être une des erreurs que je trouve que j'ai faites. C'est que quand on était jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 25 ans, je pouvais travailler beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps. J'ai moins besoin de repos, moins besoin de vacances. Et j'aurais pu me lancer plus tôt. Et c'est peut-être un petit regret que j'ai, mais bon, je suis déjà là. Mais commencer le plus tôt possible, c'était vraiment génial, quoi. Donc, tu bosses dans ce magasin, tu lances le magasin de vélos d'occasion. C'était quoi l'intuition? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bah tiens, il faut lancer en magasin? Parce que tu aurais pu tout à fait, je sais pas,
continuer à vendre des vélos sur le bon coin, j'en sais rien. Ouais, je faisais énormément ça quand j'étais plus jeune, hein. Je rachetais les petits vélos sur le bon coin, je les retapais, je les revendais. Et je me disais, bah, il y a forcément quelque chose à faire. Moi, je le fais à une petite échelle, mais j'ai une demande qui est immense. Donc, on a regardé un peu si ça existait pas du tout à l'époque. On a trouvé, enfin, dans l'autre magasin, on avait toujours des gens qui voulaient faire reprendre les vélos, puis on les reprenait pas. Quasiment aucun magasin reprenait les vélos à l'époque. Donc, on s'est dit, bah, on va pas reprendre les vélos. On propose un système de cotes un peu en fonction de l'âge des vélos, les montages, et on s'est dit, bah, il y a forcément de la demande derrière, quoi. Et à la place de prendre une nouvelle marque, parce que toutes les marques étaient un petit peu prises à l'époque, on s'est dit, bah, on va faire toutes les marques réparation, et on va vendre des vélos d'occasion. Et ça permet de lancer la boutique, et après par la suite on a repris des marques, et ça a augmenté assez rapidement aussi. Ouais. Ok, donc tu lances ça avec un ami, et pendant que toi tu bosses encore au magasin. C'est ça. Donc c'était quoi? C'était en loose day le truc, ou c'était ton pote était en frontal et toi t'étais en plutôt discret, ou c'était... C'était donc tout le monde était au courant, non, c'était pas du tout en loose day, c'était un magasin qui était à peu près à 2 km où je travaillais, et on travaillait vraiment ensemble, quoi. Donc au début, nous on fournissait énormément de vélos, de pièces, de choses, et on était un peu son fournisseur plus grand au début, et après il a adapté d'autres fournisseurs par la suite, mais au début, ouais, c'était notre magasin, le fournisseur, quoi. Surtout des vélos d'occasion. Ouais. Génial. Et alors, comment il voyait ça, ton patron de l'époque? Bah, je pense qu'au début, il était très content parce que lui, ça le permettait de faire plus de ventes parce qu'on reprenait les vélos qu'avant on ne reprenait pas. Et ça, c'était plutôt cool. Puis après, c'était sûr qu'il voyait que j'allais pas m'arrêter à faire ça, quoi, que voilà, j'avais soif, quoi. Je voulais vraiment accélérer, quoi. Et alors, apparemment, il a vu, tu voulais accélérer. Il l'a vu parce que tu lui as racheté le magasin. Je lui ai racheté donc la totalité du magasin par la suite, ouais. Ok. Et ça, tu l'as fait grâce à la vente du magasin d'occasion? Non. Non, même pas? Non. Franchement, on va aller dans les détails, hein. La petite histoire, c'est que à l'époque, on faisait des courses d'enduro, les Enduro Series, avec mon mécanicien que j'ai toujours gardé aujourd'hui. Et on avait un petit camping-car et que j'ai vendu ce camping-car. Et ça m'a fait mon petit apport avec la banque qu'on a pu acheter, enfin que j'ai pu acheter le magasin après, quoi. Donc mon petit camping-car m'a servi d'apport et le reste, c'est la banque qui a fourni, quoi. Ok. J'ai eu énormément de chance à l'époque. Les banques, ils étaient plutôt cool. Puis les taux d'intérêt, ils étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Et ils ont dit, OK, feu go, on voit l'évolution, on voit. Et j'ai dû détailler énormément de projets que j'avais. Ça les plaisait, puis on était parti, quoi. Donc je suis parti littéralement avec zéro argent pour acheter le magasin, ouais. Donc, j'ai dû vendre à peu près tout ce que j'avais et tous ces vélos d'occasion que j'avais cumulés. Et c'est parti, quoi. Donc je suis pas arrivé avec beaucoup d'argent, en tout cas. Ok, alors tu arrives à convaincre une banque à un moment qui est opportun, sur la base quand même d'un magasin qui a une activité qui est correcte, soutenue. Tu as un peu de garantie derrière. Tu me disais avant que tu avais quitté l'école après le brevet, c'est ça? Est-ce que ça a été à un moment donné dans le sujet avec les banques, est-ce que ça a été à un moment donné une sorte de manque ou de handicap, ou pas du tout? Non, pas du tout. Vraiment pas, non. Donc Ok. à un moment, l'école est intervenue là-dedans, quoi. Ouais. Non, je veux dire, s'ils te demandaient, j'en sais rien, des À un niveau dossiers, des trucs comme ça, toi, c'était... Non, pas du tout. Ok. Aujourd'hui, j'étais plutôt bien entouré avec un petit peu de famille, des amis. Et, j'avais le comptable qui était mon ancien comptable qui m'expliquait énormément les choses. Et ça s'est fait tout seul, quoi. Ok. Donc là, tu rachètes le magasin. Oui. À ton patron. Quelle tête il fait, le patron? On peut imaginer, hein, c'est son stagiaire de quelques années qui rachète son magasin. Alors, je pense qu'il était très content au début parce que il a très très bien vendu et lui, ça lui permet de peut-être faire autre chose. Il voulait partir habiter en Amérique. Il avait beaucoup d'autres projets, donc je pense que lui, il était content au début. Ouais. Au début.
Ok. Après, je pense, je peux pas imaginer qu'ils s'attendaient qu'on en arrive là aujourd'hui, quoi. Surtout que on était parti d'un petit magasin avec un petit chiffre d'affaires et aujourd'hui ça a développé énormément. Donc, tu rachètes le magasin. Le magasin à l'époque s'appelle Cycleberry. Cycleberry. Donc tu le rachètes, tu le transformes en Chris Bike C'est ça. En fait, les initiales, on a joué vraiment là-dessus avec la com au début. Donc c'était Cycleberry Dijon, CBD. Donc moi j'ai lancé toute une com autour de CBD et après on a effacé plus ou moins. Maintenant c'est Chris Bike, quoi. Ok, d'accord. Donc c'était la passation un peu en souplesse du truc. Exactement. D'accord. Donc ça, tu rachètes le magasin, c'est quelle époque? 2017, je crois. 2017. Ok. Et donc tu passes 3 ans dans ce shop avant de racheter ce local. C'est ça. Que tu rachètes. On rachète, ouais. Et puis on avait, il y avait rien du tout. On en est arrivé dans un plateau vide total, ouais. Et avec beaucoup d'imagination et beaucoup de clients qui disaient que c'était beaucoup trop grand. Mais moi, je voyais déjà que c'était trop petit. Mais les gens ils disaient, bah, tu vas jamais pouvoir la remplir, t'as pas assez de vélo. Ouais, j'étais un peu enfin, j'ai pas mon doute parce que moi, je savais où j'allais. Mais les gens, tous les clients, ils étaient assez inquiets. Ok, donc ça, c'est 2020. Ça, c'est 2020. Donc tu signes. Je signe tous les compromis, les bails, enfin tout ce qu'il fallait. On signe tout début 2020, donc à peu près février. Je récupère les clés en mars et la semaine d'après, bah, c'est full lockdown. Full lockdown. C'était... on s'est dit, bon, bah, là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc justement, qu'est-ce que tu as fait? Donc là, tu avais ce local, ce gros local, et boum, Covid. Donc lockdown, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Déjà, je fais tout avec mon comptable pour comprendre déjà si on avait bien le droit de rester ouvert, si on était magasin d'essentiel, enfin tous ces trucs-là. Donc, on était première nécessité pour le déplacement. Donc, j'ai gardé mon premier magasin ouvert. Donc, dès le premier jour, on n'a jamais fermé, donc on a travaillé. Et en parallèle de ça, bah, on a fait tous les travaux dans le nouveau bâtiment. Donc tout aménager, tout installer, tout monter nous-mêmes, fabriquer nos propres meubles parce que c'était très dur d'avoir des meubles pendant le Covid, tout était fermé, donc on a fabriqué énormément. J'ai eu beaucoup de chance de connaître pas mal de gens dans le Morvan, qui est pas très loin, donc du coup ils m'ont fourni énormément de bois qu'on peut trouver partout autour du magasin. Donc le bois il vient de local, puis on a quasiment tout fabriqué nous-mêmes, quoi. Et ça avec moi, mes employés, mes amis... dans une période où c'est que c'était un peu creux, c'est que le magasin il est ouvert, mais il n'y avait pas trop de chiffres. Et puis les banques, ils étaient un peu inquiets quand même, quoi. Oui, parce que le loyer, il faut le payer, quoi. Oui, tu viens quand même de signer pour un truc. Et puis même de l'autre côté, tu as l'autre shop qui, lui, avec des employés. Enfin, c'est ça. Ok. Puis pareil, je savais que je venais là, donc on avait signé des promesses d'embauche, des CDI qui commençaient déjà. Ouais, c'était beaucoup de charges qui commençaient d'un coup, mais sans vraiment savoir où aller avec le Covid, quoi. Donc, période technique. Ici, donc, tu fais les travaux, tu fais tout. Ça dure combien de temps? C'est quoi le... Donc à peu près les 1000 mètres carrés, on a fait ça en 6 semaines, 6 à 7 semaines. Donc tous les jours, le soir, on faisait tout pour avancer au plus vite parce qu'on savait très bien qu'à la fin du confinement, il allait se passer quelque chose. On sentait on entendait la radio, on envoyait les autres pays avant, que tout le monde voulait sortir de chez eux. S'ils sortaient de chez eux, ils allaient courir, ils allaient faire du golf, ils allaient faire du vélo. Et on s'est dit, il y a un truc qui va se passer. On n'était pas sûr quoi, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et tu savais pas quand? On ne savait pas quand. Donc, notre but, c'était de faire ça au plus vite, d'être prêt pour l'ouverture, quoi. Ok. Et donc, 6 semaines, t'es prêt à temps ou t'es prêt avant? T'es prêt comment? Le déconfinement, on était prêt genre 3-4 jours après, quoi. Okay. On a réussi à ouvrir quasiment en même temps et 3-4 jours après. Alors, comment ça se passe à ce moment-là pour ta période Covid?
Tu peux nous expliquer un peu le... Parce que de ce que tu m'as dit, et ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu m'as dit, Mm. c'est un peu là où... Alors, tu avais évidemment une activité qui fonctionnait très bien, tu étais déjà lancé, mais ce que j'ai cru comprendre quand même, c'est que le Covid, il t'a bien fait accélérer. Enfin, la période. Alors, la période Covid, c'est sûr que ouais, on a bien accéléré au niveau des travaux, au niveau de préparation de magasin et au niveau de l'ouverture, quoi. Hmm. Sans cette période Covid, c'est clair que ça aurait été plus compliqué de se préparer. Alors, je parlais plutôt du moment Du où moment. ça a réouvert en termes de commerce, Ah pour oui. de vrai, quoi. Bah, c'est sûr que alors, c'est ce que tout le monde dit depuis toujours, le Covid, c'est grâce au Covid qu'on vend plus de vélos, mais aujourd'hui, nous, on était déjà partis dans un tel boom du VTT électrique avant le Covid que ça commence à exploser, qu'il arrivait, que ce soit le Covid, pas le Covid, que les VTT électriques à la fin du confinement, on en vendait des quantités, mais c'était déjà des vélos qu'on savait qui étaient déjà en commande de toute façon, on savait que ça allait attaquer. Là où c'est que ça a marché fort, c'est des vélos pas très chers, les entrées de gamme, les gens qui voulaient des petits vélos. Aujourd'hui, on connaît tous le panier moyen et surtout le prix des vélos qu'on vend. On vend déjà des vélos, des montages à la gamme, des montages assez chers à l'époque. Les gens ne sont pas sortis du confinement en achetant un vélo à 5-10 000 euros parce qu'ils peuvent sortir, quoi. Donc c'est plus le fait que les médias, ils ont parlé énormément du vélo, ça a été médiatisé énormément, que ça nous a aidé, mais c'est plus le gros boom du VTT électrique qui est arrivé dans tous les cas, quoi, pour moi. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça allait ok. se passer. Ouais. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Parce que tu as beaucoup aussi communiqué et tu le fais toujours aussi beaucoup. Concrètement, tu vendais et tu livrais des vélos partout. Comment ça se passait? Ouais, c'était, on avait donc toutes les précommandes qu'on avait déjà fait depuis, comme d'habitude, nos implantations avec toutes les marques. J'avais de la chance de faire beaucoup de marques déjà à l'époque, mais vraiment beaucoup. Et on s'est trouvé un moment, on me dit, ok, on a passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on dit, bah là, ça va jamais suffire. Donc c'était simple, j'ai acheté tout ce que je pouvais. J'ai vraiment littéralement acheté tout ce que je pouvais, qui était cohérent avec les gammes que je faisais, bien sûr. Et on s'est dit, bah là, il faut y aller, là, c'est maintenant, quoi. Donc j'ai mis un peu au sol, enfin, j'ai tout mis tout ce que j'avais, tout ce que j'avais de côté. J'ai pris un PGE en plus donc pour nous aider à investir dans le stock. Et là, c'était vraiment parti pour le coup. Ouais. C'est quoi, tu te rappelles un peu des quantités, des montants, des volumes et tout? C'était quoi je sais pas, les chiffres de ça? Bah, après, aujourd'hui, 3 ans plus tard, ça devient un peu. Ça n'a plus de rapport avec le magasin aujourd'hui, parce qu'on a tellement explosé. Mais à l'époque, j'ai racheté un magasin qui faisait à peu près 500-600 000 euros de chiffre. Et on passe dans un magasin donc quasiment 5 fois, 6 fois plus grand. Et quand je refaisais des commandes, on pouvait faire des commandes en plein Covid qui étaient déjà à l'auteur de 200-300 000 euros en une seule commande, quoi. Donc un magasin qui fait 600 000 de chiffres, à passer des commandes à la moitié du chiffre, tu fais bon, faut que ça suive derrière, quoi. Et ça a suivi? Ouais, ça a suivi et on en a même manqué, comme tout le monde. On a clairement manqué de vélos, mais grâce au nombre de marques qu'on faisait, ça m'a énormément servi parce que les gens, ils n'étaient pas forcément très regardants sur les coloris, les marques. Et on pouvait toujours trouver des produits de qualité chez tout le monde, donc ça nous a bien aidé. Puis après, par la suite, il fallait juste après se calmer sur les commandes, plus calculer, plus regarder qu'est-ce qui va rester après le Covid, quelle marque va toujours être là, qui nous a énormément aidé pendant le Covid, parce qu'il y a des marques qui nous ont hyper bien livré, on va les privilégier un peu plus. C'était super intéressant et c'est toujours intéressant aujourd'hui, parce que là, on a les situations qui se retournent et il y a trop de stock maintenant. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, je sais pas, alors en chiffres avec ce sur quoi tu es absolument à l'aise de partager, mais aujourd'hui ça représente quoi Chris Bike? Je sais pas, en termes de stock, de nombre de vélos, pour donner aux gens qui nous écoutent un peu une dimension de ce que c'est, quoi. C'est sûr que des chiffres et tout en France, les gens ils aiment pas trop en parler, hein. C'est un vrai tabou. Moi, de toute façon, tout est en ligne sur tous les comptes, sur tous les différents sites, donc il n'y a rien à cacher.
Aujourd'hui, Chris Bike, c'est un groupe parce que j'ai plusieurs magasins. C'est des stocks cumulés sur plusieurs sites de à peu près 1,5 million. Donc c'est des chiffres qui sont quand même très, très cool. Effectivement, on n'en parle pas trop en France parce que personne n'aime bien partager ces chiffres. Et puis surtout en période Covid, souvent on montre pas trop son jeu. Donc déjà, merci pour ça. Aujourd'hui, quand tu regardes, enfin déjà, comment tu vis cette période post-Covid qui pour beaucoup de gens, y compris des revendeurs, des marques, enfin c'est en cascade dans l'industrie, c'est très compliqué pour certains. Comment ça se passe pour toi? C'est quand on commence à voir que ça il peut y avoir des complications, il y a des indicateurs, des baisses de fréquentation, c'est tout de suite là qu'on va se poser. On va se mettre autour d'une table, je vais faire un petit brainstorming, et je vais te dire honnêtement, on va se mettre une bonne tôle, et on va donner des idées. Vraiment des idées à la con, énormément de choses à réfléchir et on va noter. Je note tout et on va tester. Donc, on va tester plein de choses. Et moi, mon but aujourd'hui, et ce qu'on réussit plutôt à faire, c'est ramener du monde en magasin. Aujourd'hui, on voit que la fréquentation baisse. Il faut contrer ça d'une manière ou d'une autre. On trouve des idées de lancement d'apéro, de barbecue, opérations draisiennes que j'ai fait énormément. Tout ce qu'on peut pour ramener le monde en magasin. Et une fois qu'ils sont là, après, j'ai des vendeurs qui sont top. La passion, elle est toujours là. Les gens, ils ont toujours autant d'argent. C'est juste qu'ils ont un petit peu plus peur de la dépenser. Ou ils vont forcément dépenser sur Internet ou ailleurs. Donc, il faut juste les ramener en magasin. Et après, on arrive à montrer ce qu'on sait faire et montrer les vélos qui sont incroyables aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc, ça, c'est un premier point important de faire venir du monde. Puis après, c'est réfléchir à des techniques commerciales un peu plus innovantes, vraiment se bouger pour trouver une solution à la période qu'on traverse là, quoi. Donc, je suis très, très proche avec beaucoup de concessionnaires, de vendeurs de voitures, de camping-cars, enfin, tout ce qui est un peu engin et tout. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont pas inquiets? Alors, un peu plus maintenant, mais qu'est-ce qu'ils font de plus que nous? Qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? Et du coup, je prends des techniques d'automobile aussi, quoi. Donc, on tente. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche très, très bien. Et des fois, ça marche pas, en fait. Tu as essayé quelque chose. Même si on vend 3-4 vélos, c'est toujours ça de plus, quoi. Tout ce qui est pris, quoi. Mmh. Et c'est ça un peu aujourd'hui qui change peut-être par rapport à notre magasin. C'est qu'on teste vraiment tout. J'ai une idée, on va essayer, quoi que ça coûte. Donc là, par exemple, tu as lancé un Là, jeu concours. ouais. Tu peux nous en parler un peu de ça? Bien sûr, ouais. Le jeu concours, là, on est en notre. Enfin, on en a fait très, très régulièrement. Mais celui de Noël, on est à notre 4e. On a commencé petit à petit avec des petits vélos, un petit vélo électrique, une moto. Puis là, cette année, on voulait vraiment marquer le coup et on a une voiture à gagner. Donc, on a trouvé on m'a proposé une Golf neuve à faire gagner pour mon jeu concours. Ouais. Une Golf, ça vaut 50 000 € aujourd'hui. Ça choque, même moi, ça me choque. Tout le monde parle des prix des vélos, mais les prix des voitures, c'est pareil. Puis on s'est dit, allez, on se donne le défi d'essayer de vendre assez de tickets pour pouvoir acheter la Golf et faire gagner des lots comme ça tous les ans, quoi. Donc, rappel du principe. Rappel du principe, c'est que nous, alors les années passées, ils achetaient un petit t-shirt et ça faisait une participation. Il y a pas mal de petits jeunes ou de gens qui me disaient 25 €, c'est pas rien non plus, c'est trop cher. Donc on a dit ok, on met une participation cette année à 5 €, comme ça tout le monde peut participer. Pour les personnes qui mettent plus d'argent, ils ont plus de chances de gagner avec plus de participation. Puis à fur et à mesure, dès qu'ils participent, on leur donne des cadeaux en plus, donc des t-shirts, des sweats, des vestes, enfin plein de choses comme ça. 2 gagnants, une voiture et un Santa Cruz Éclair aussi, un petit VTT électrique. Donc moi, mon but, c'est de faire kiffer les gens. Moi, je kiffe ma vie à vendre des vélos, les voitures, et j'ai envie de partager ça avec mes clients aussi, quoi. Mmh. C'est vrai que alors, perso, j'ai jamais vu ça. Pour un Je sais magasin. pas si vous avez déjà vu un truc comme ça, mais alors c'est vrai que faire gagner une voiture dans un magasin de vélo, je crois que c'est quelque chose qui. Enfin, ça t'est venu où cette idée en fait? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est quoi le lien avec le vélo, la voiture?
C'est simple. Enfin, déjà, d'un côté moins commercial, ça me permet de sortir des vélos, toucher peut-être une autre population, d'autres personnes qui sont pas à fond sur les vélos, à fond sur les réseaux, et de montrer qu'il n'y a pas que le vélo chez nous. Et parce que le vélo, comme les voitures, c'est ma passion, c'est la passion de mes employés, de beaucoup, beaucoup de mes clients. Euh, et ça permet de. J'aimerais bien que ce soit un petit jeune qui met la gagne, qui puisse partir en station, rouler en vélo grâce à cette voiture, quoi. Ok, donc on sent on sent vraiment voilà, la passion pour ça et puis l'envie de partager. Aujourd'hui, tu la vis cette passion. Enfin, parce que souvent on a la vision du patron de magasin qui est dans son shop, qui n'arrive pas à en bouger parce que c'est des grosses machines. Toi, comment tu arrives à jongler, à faire les deux et à continuer à rouler, quoi? Parce que en fait, c'est pas simple de tenir un shop comme ça avec des employés. T'as combien d'employés? Là, on tourne toujours dans une petite dizaine, ouais. Une petite dizaine. Mm. Donc, c'est des gens qu'il faut encadrer. Mm. Comment tu arrives justement à gérer ton temps et à continuer à non seulement vivre et gagner ta vie avec ta passion, mais aussi de la pratiquer? Bah, déjà, pour moi, il faut prendre le problème limite à l'inverse. Il faut dire, bah, pour en vivre de ma passion, faut que j'en fasse, faut que je sache faire du vélo, faut que je puisse être crédible quand on me demande un DH à 15 000 euros. Faut que je sache quoi te parle, quoi. Mm. Donc, déjà pour moi, c'est une obligation d'aller rouler. Je m'oblige à rouler, je oblige mes employés à faire ce qu'ils veulent comme vélo, VTT, vélo de route, même du vélo urbain. C'est vraiment très important pour moi que quand on parle aux clients, qu'on connaisse le produit. Même si on ne connaît pas parfaitement dans tous les détails et tout, mais qu'on sache expliquer la différence entre plusieurs types de produits. Donc déjà, on part de ce principe-là, je me dis, bah, je suis obligé d'aller faire du vélo. Puis après, l'emploi du temps, c'est chargé, c'est clair. Aujourd'hui, moi, je travaille 7 jours sur 7, mais quand je dis travail, je peux aller prendre une matinée parce que je suis allé rouler avec 2-3 clients, faire essayer des vélos aussi. L'été, on roule énormément en station parce que c'est là que ça se passe et c'est là qu'il faut être. Et c'est là qu'on rencontre beaucoup de monde. On fait énormément de tests, de séjours avec les clients. Donc, travailler, il n'y a pas que travailler dans le magasin qui est important. Et c'est ça que j'ai compris plutôt jeune, c'est que je peux vendre 2, 3, 4 vélos le temps d'un midi d'aller au restaurant parce que j'ai croisé des clients, on a parlé de vélo et ils ne connaissaient même pas. Et ils avaient besoin d'une approche plus amicale, personnelle qu'aller dans une boutique. Et aujourd'hui, sortir un peu du magasin pour travailler, ça fait beaucoup de bien au magasin, quoi. Donc finalement, ce serait pour toi contre-productif que de rester dans ton bouclard. Clairement, Ouais, aujourd'hui, ok. pour gérer les choses, il faut avoir des bons membres d'équipe que j'ai de la chance d'avoir, mais clairement, il faut être sur le terrain, il faut rouler, il faut être au resto, il faut des événements, il faut des partenaires, il faut s'entourer d'énormément de personnes. Ouais. Mm. C'est ce que je trouve extrêmement intéressant et très inspirant aussi, parce que tu vois, à titre perso, moi je passe beaucoup de temps, là tu vois, on enregistre ça et tu vois, c'est quand même un gros setup. C'est beaucoup de temps derrière à éditer et c'est sûr qu'il faut être capable parfois de prendre du recul et de se dire et de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que sinon on peut très bien être absorbé et C'est sûr que ouais, après nous, on fait ce qu'on aime, quoi. Donc on est totalement absorbé par ce qu'on fait, mais tant mieux, ça me plaît, quoi. donc tu es passionné, tu communiques cette passion à ton équipe, tes clients. Alors ça se voit aussi au travers des marques que tu références, enfin avec des produits que tu références. C'est quoi ta grille tes critères de sélection pour les marques et les produits que tu sélectionnes? Je dirais, c'est comment dire, c'est l'envie, c'est l'image de la marque, il faut qu'il y ait une histoire, faut qu'il y ait un lien avec nous, faut qu'il y ait un lien avec moi, faut que ça parle aux gens. Aujourd'hui, une marque forte comme Santa Cruz, bah, il y a une telle image derrière, les produits sont magnifiques, ça donne envie. Moi, ça me donne envie de rouler le vélo déjà, ça donne envie de clients de l'acheter le vélo. Des marques aussi comme Mondraker, et qu'ils ont une géométrie tellement particulière, des formes magnifiques.
C'était une petite boîte qui a grandi. Enfin, c'est trop bien, quoi. C'est des vraies marques que moi j'adore et que mes clients ils ont adoré, qu'ils adorent, qui changent entre eux. Enfin, je dirais que c'est vraiment le choix personnel et pas une question de coefficient, de prix, que le vélo il soit trop cher, je m'en fous parce qu'il y a forcément des clients qui aiment bien ou c'est vraiment le produit en lui-même, quoi. Mmh. Mmh. Donc le produit en lui-même, alors toi, tu fais beaucoup de vélos à la carte. Ouais. C'est quelque chose qu'avec l'électrique, on voit quand même un petit peu moins, parce que, bah, les vélos, ils sont, enfin, plus difficilement, personnalisables, mais donc toi, c'est quelque chose que tu fais énormément. Pourquoi? Comment? Bah, les montages à la carte aujourd'hui, c'est clair que c'est devenu immense pour nous, hein. C'est tout. Le vélo électrique, on en fait énormément aussi. Aujourd'hui, un beau VTT au-delà ou VTT au vélo de route, au-delà de 5 000 €, c'est très rare qu'il sorte d'origine du magasin. Donc ça veut dire qu'on donne forcément le choix des roues, des pneus, des freins. Les freins, c'est un gros problème ou un gros point que les gens ils aiment bien changer. Aujourd'hui, les gens ils investissent vraiment énormément d'argent dans le vélo. Donc le but, c'est qu'on leur fournit le vélo qui correspond 100% à leurs pratiques et à leurs envies. Mmh. Moi, aujourd'hui, les magasins qui disent ah non, le vélo il est d'origine, c'est comme ça. Je peux comprendre qu'ils vendent pas le vélo derrière, quoi. Aujourd'hui, moi, je sais que quand je veux acheter quelque chose, si j'ai une idée en tête, bah, je veux ça. Je veux pas ça, mais il faut que je fasse ça, ça, ça pour qu'il devienne bien. Donc, non, 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 les montages à carte, c'est très, très important. VTT électrique aussi, on change énormément de pièces dessus. Puis ça permet de faire des produits exceptionnels, quoi. Ouais, alors Mm. produit exceptionnel, justement, tu as quelques exemples. Tu as fait, t'as un réel sur Insta là, qui a bien buzzé parce que les gens comprennent pas. Ouais. Et d'une certaine manière, alors on peut pas complètement leur en vouloir parce que c'est assez abstrait pour les gens qui sont pas issus du vélo. Tu peux nous expliquer un peu cette vidéo que tu as faite et les réactions que tu as? Ouais, on a monté un Santa Cruz Éclair SL à la carte. Donc c'est un e-bike light de chez Santa. Puis on a c'est vendu d'origine, hein, les clients avaient un montage en tête, ils voulaient ça, c'est ça et c'est comme ça. Donc on aime bien aussi donner notre patte, expliquer aux clients ce qu'on aimerait changer et dire non, le client c'était comme ça. Donc on a monté le vélo comme ça. Très 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 bon montage et quand j'ai fait une présentation du produit, on arrivait à un vélo aux alentours de 16 000 €. 16 000 €. Ce qui, en 16 000 €, c'est le prix d'un Levo SL S-Works d'origine. Ce qui, finalement, alors c'est extrêmement cher, mais c'est pas inhabituel. Surtout aussi maintenant sur les vélos de route. Mm. C'est quoi les réactions que tu as eues alors Bah, là, l'érection, il y a énormément de personnes qui sont pas issues du monde du vélo, c'était aberrant pour eux. Totalement aberrant, totalement inexplicable. On est des arnaqueurs. Les commentaires vont très 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 loin, hein. On connaît les commentaires sur Internet et moi je trouve ça drôle, perso, parce que bon, moi, je suis dedans là tous les jours. Si je devais m'énerver à chaque fois que j'ai un mauvais commentaire, on n'en serait pas là. Et le but aussi, c'est de faire comprendre pourquoi le vélo est aussi cher, quoi. Donc on prend un peu plus de temps d'expliquer maintenant, de montrer la différence de produit. Et moi j'explique tout simplement qu'aujourd'hui, dans notre passion, on a de la chance d'avoir une passion qui ne coûte pas si cher au final. Mm. Le jour qu'on veut se mettre à acheter le meilleur, la meilleure voiture de tous les temps pour la pratique, ça va nous coûter beaucoup plus cher que dans le vélo. Le vélo, moi je peux vendre un vélo avec le top du top de toutes les pièces qui existent, puis on va pas dépasser les 20 000 €, quoi. Mm. Et on va avoir le même vélo que Peter Sagan, ou enfin le même vélo que Ménard, sorti du magasin sans problème. Que ça, dans n'importe quel autre sport, automobile, sport mécanique, c'est pas si facile, quoi. Mm. C'est quoi alors toi le vélo le plus incroyable que tu aies vendu? C'était quoi le prix de vente du vélo? Il y en a beaucoup, hein. Mm. Il y en a beaucoup, mais non, quand on commence à avoisiner les 20 000 € là, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux, les plus belles pièces qui existent, enfin tout, qu'on est vraiment au taquet au niveau du montage et ça peut être n'importe quelle marque, hein. Il y a souvent beaucoup de Santa Cruz, mais ça peut être sur des beaux Scott aussi, ça peut être des facteurs en route. Les personnes ne vont pas regarder le budget, ils vont juste regarder le produit fini, que ça corresponde à ce qu'ils veulent, quoi. Mm. Et ça,
Nous, on adore, hein, c'est travailler les plus belles pièces. Les clients qui me disent oh, j'ai trouvé un pédalier comme ça, faut aller chercher en Amérique et tout. Pas de souci, on fait. J'adore. On est un petit fabricant en Allemagne qui fait des pièces usinées sur mesure, il veut ça, pas de souci, on y va. Pas forcément les meilleurs coefficients, les meilleures marges là-dessus, mais ça fait des vélos de dingue, quoi. C'est quoi c'était quoi tu te rappelles je sais pas, le plus beau vélo, là, toi, celui qui t'a vraiment le plus impressionné? Alors peut-être que c'est un vélo que tu t'es monté toi en perso, mais tu te rappelles d'un vélo en particulier qui t'a marqué? C'est pas facile ça, on en monte quand même énormément. Un des vélos que j'adore beaucoup en ce moment, mais qui a un design très particulier, c'est le Uno, Bien sûr. fabrication espagnole à Barcelone. Le vélo, il a un tel style plongeant, enfin c'est Ouais. fabuleux, ouais. Pas forcément le plus cher, mais l'un des plus beaux pour moi. Ouais. C'est vrai que c'est un design Très particulier. ouais. Mm. César Royo qui fait un truc incroyable. Mm. C'est magnifique, ouais. Donc, on parle réseaux sociaux, donc c'est un élément sur lequel toi tu as énormément investi, sur lequel tu es très présent. C'était une volonté dès le départ, ou c'est quelque chose où tu t'y es mis, ou c'était quoi l'idée? Non, c'est juste que aujourd'hui, on a commencé avec mes réseaux, enfin depuis le début, quoi. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire des publications, des stories, des posts, tout pour mon magasin, même quand j'étais apprenti, donc ça veut dire il y a bien 10 ans, et ça me paraissait logique, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, c'est les réseaux, quoi. Mm. On a un fond dessus, TikTok, Insta, un peu moins YouTube, et c'est du boulot, pas forcément en termes d'argent, mais en termes de temps qui est phénoménal, quoi. C'est vraiment temps et beaucoup de temps, quoi. Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que le fait ou est-ce que c'est déjà mesurable, quantifiable? Est-ce que tu as le sentiment que ça te ramène Alors, des c clients ou de la ce visibilité? qui peut être un petit peu ingrat, c'est que tu sais pas si du jour au lendemain, tu as un réel qui peut exploser. Tu peux faire 1 million de vues, 2 millions de vues, ou tu peux faire une bête de vidéo que tu as pris 6 mois à faire, avec des prods de malade, mais qui fait 3 000 vues. Mmh. C'est horrible ça, et ça, les algos et tout, c'est hyper compliqué à comprendre. Et mais le truc qui fait que moi je trouve, enfin je sais que ça marche, c'est que je parle au client comme si il était en face de moi, comme si c'est un copain. Mon français il est pas non plus exceptionnel, et tu entends, je fais beaucoup de fautes. Mais pour les clients, ben, ça permet d'avoir une sensation d'être plus avec le vendeur, enfin plus amical, quoi. Mmh. Et moi je veux pas chercher à mettre des termes sur les mots que je connais pas, ou je veux juste être naturel, quoi. Et ça, je sens qu'il y a vraiment une grosse différence avec les jeunes, que ça passe beaucoup plus facilement, et surtout on sait jamais à qui on parle en face sur Mmh. Insta ou TikTok ou quoi. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, comme tu les pratiques aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils sont sous-estimés aujourd'hui par les magasins de vélo? Le problème, c'est que, certes, c'est une force de vente qui est imaginable, mais ça demanderait tellement de temps et sur tellement longtemps pour être productif et rentable, que ça peut être très compliqué, ouais. Mmh. Heu, Nous, ça fonctionne parce que ça fait, plus de 10, 12, 13 ans que j'ai commencé dessus. Si je devais tout recommencer aujourd'hui, ça doit être très, très difficile, ouais. Et justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? On a sûrement des shops qui nous écoutent, et on Mmh. les remercie, on les salue, on leur souhaite bon courage dans la période actuelle. Yes. Si tu devais donner quelques conseils à des patrons de magasins pour se lancer et se lancer sur les réseaux sociaux, ce serait quoi pour toi, je sais pas, quelques conseils? Franchement, c'est d'être le plus naturel possible, pas essayer de faire des montages, de la qualité. Faut juste montrer déjà les produits que vous avez. Parce que moi, oui, moi je vais vendre des vélos dans la journée parce que je le montre que je l'ai. Je fais une story en 2:2 avec mon iPhone, et voilà, quelqu'un a vu, bah, mais c'est ça qu'il me faut. Je vais Mmh. le chercher, bah, tu l'as, ok, bah, je viens le chercher. Donc déjà, faut qu'ils montent leur stock déjà, Mmh. surtout que tout le monde en a en ce moment, donc c'est quand même pas mal.
Et juste être naturel, expliquer les vélos et montrer vos magasins, montrer que c'est la porte ouverte à tout le monde, qu'il faut pas avoir peur de rentrer dans le magasin. Et c'est grâce à les réseaux que les gens ils disent bah, oh, j'ai vu votre magasin, on vient voir quoi. Même les plus petits magasins, on faisait exactement la même chose quand j'avais mon petit magasin en centre-ville. On faisait des tours de magasins, des présentations un peu rigolos et ça fonctionnait bien. Ouais. Puis, dans tous les cas, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rien faire. Rien faire, c'est pire que tout. Le faire, il faut juste faire un minimum et ça peut avoir des grosses conséquences. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de compte Insta, Alors, en faire un. Faut en faire un. Insta, TikTok. Faut tout faire. Ouais. Faut tout faire et essayer de faire un minimum de choses. Ouais, c'est clair. Ouais. Nous, on a, à côté du magasin, j'ai une société par elle aussi qu'on a montée il n'y a pas longtemps. On sait que justement, on propose du contenu pour d'autres magasins, que ce soit dans le vélo ou d'autres choses, parce que les patrons, ils n'ont pas le temps, ils ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Et du coup, nous, on a monté une société pour aider à la base mes copains et ça se développe énormément, quoi. Ça, c'est un métier qui a de l'avenir. Ouais. Donc, commencer, montrer le magasin, montrer l'offre, montrer les produits, le faire avec humilité, naturel. Naturel. Ouais. Pas avoir peur de pas être coiffé sur la caméra, pas être peur de quoi que ce soit. Faut le faire, quoi. Ouais. Et alors, mon éclairage aussi par rapport à ça, c'est que il n'y a qu'une seule manière de progresser, c'est de le faire. Exactement. Donc, carrément, ouais. c'est... Ouais, alors moi, je peux effectivement que témoigner dans ce sens-là, c'est de dire, bah, en fait, il faut créer régulièrement quelque chose, un petit truc tous les jours, une petite story, une petite photo, quelque chose de sympa qui peut attirer, et une information, du divertissement, enfin, quelque chose qui intéresse les gens. Ouais. Puis c'est surtout d'être abonné à beaucoup d'autres magasins ou d'autres boutiques, sans forcément parler du vélo, juste voir ce que les autres y font aussi. Hein. Je sais que moi je suis abonné à tous mes concurrents, tous les comptes de magasins qui sont assez gros, tout ce qui bouge. Je m'inspire de tout le monde, je prends beaucoup d'idées, je regarde tout, quoi, en France ou ailleurs, quoi. Donc c'est également ce que tu me disais quand on préparait un petit peu, c'est que toi tu vas chercher, donc tu voyages beaucoup, tu as beaucoup voyagé, et donc tu vas chercher des inspirations dans tous les pays que tu visites et tu passes du temps pour aller voir les shops. Ah ouais, non, mais c'est clair. Dès que je suis en dehors de ma ville ou même en France, n'importe où, le moindre magasin, on rentre, même si c'est le plus petit magasin, sans moi, quand on va dedans, on regarde qu'est-ce qu'ils font de différent. Ah, c'est une bonne idée, on le ramène, on tente, enfin, vraiment de visiter tout ce qu'on peut qui a un lien avec le vélo, quoi. Que ce soit un truc de location, un truc de vente. Enfin, vraiment utiliser son temps un peu perso quand tu as le temps de faire ces choses-là, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as vu déjà qui peut-être dans d'autres pays, qui te faisait réagir dans le bon sens, où tu dis waouh, ça c'est génial. Est-ce que, par exemple, je sais pas si tu es allé voir les showrooms de chez Deus à Milan ou Los Angeles, mais c'est des showrooms avec des ateliers mécaniques, avec un petit peu tout, c'est un peu des concept stores. Donc je ne sais pas si ça c'est des inspirations, mais qu'est-ce qui t'inspire, toi? Qu'est-ce que tu as vu Un des trucs les plus importants que j'ai vu avant de commencer le magasin, c'était les bijoutiers, qu'ils avaient des magasins, on sait qu'ils avaient des panneaux rétroéclairés comme j'ai partout dans le magasin, pour mettre en valeur le produit. Et donc c'était à petite échelle, et moi je fais wow, mais si on fait ça en grand, on dirait une télé. Et dès qu'on a fait ça, j'en ai mis plein autour du magasin, et ça rend vraiment bien, quoi. Et ça, c'est un des plus gros trucs, ouais. Ok. Et puis après, bah, des simples choses comme avoir le bar, on a un bar et un café dans le magasin, c'est que les clients ils viennent se servir, ils sont comme à la maison. C'est plein de petites choses comme ça, l'atelier ouvert mais sur qu'une seule partie, et un petit comptoir tout autour, donc les gens ils peuvent voir mais pas forcément entrer. C'est des casiers de vélo un peu à l'américaine, c'est le coin barbecue d'or, enfin c'est tout plein de choses, ouais, tout plein de choses. Qui font une expérience. Alors
c'est un peu une signature en fait, Chris Bike aujourd'hui. C'est ça, enfin, tu as envie de distiller ta passion sur l'offre produit, l'accueil, l'expérience. Ce que tu me disais aussi, c'est que donc tu as un ancrage fort à Morzine. Ouais. Tu peux nous dire ce que tu organises à Morzine et avant de nous parler de ton dernier projet. Bah, à Morzine, c'est un endroit qu'on adore tout simplement, hein, qu'on aime passer beaucoup de notre temps l'été, surtout l'été. Jusqu'à là, on a organisé énormément d'essais de vélo, de tests de produits. Donc, on louait un chalet à la montagne, puis on invitait nos clients à venir passer un peu de temps avec nous, rouler en vélo, tester les produits, des chaussures, des casques, différentes marques de vélo. Se retrouver vraiment immergé dans un univers qui est incroyable à Morzine, avec l'atmosphère de dingue, croiser Ménard en soirée, rouler sur les mêmes pistes que tout le monde, dans la même file que tous les pros qui sont en congé pendant une semaine. C'était vraiment une immersion dans le monde du VTT de descente. Et maintenant, avec le monde d'électrique qui arrive, c'est le paradis sur Terre pour nous, clairement. Ouais. Ok. Morzine, meilleure station que Ah bah, c'est ma meilleure station qui existe, c'est clair. Et après, j'ai eu de la chance d'aller à Whistler, d'aller énormément d'endroits dans le monde en station. Et Morzine, on y revient toujours. Hein. C'est marrant parce que tu as roulé à Vancouver, enfin Ouais. dans Svan, Squamish et tout. Ouais. Et même quand tu vois des spots comme ça, tu te dis Morzine, ça reste quand même. Morzine, il y a un tel terrain de jeu, une telle qualité de terre, une telle ambiance en dehors du vélo. Tout est fait que tu peux juste shredder toute la journée, faire des laps, et t'es pas fatigué, t'es aux anges, quoi. Clairement. Ouais. Et ça, ce que j'adore, c'est que on commençait, on est au tout petit, on prenait une semaine, 2 semaines de chalet, 3 semaines, on était 3, 4 potes, 10 potes, 20 potes, et maintenant, c'est des centaines de personnes qui viennent parce qu'on leur a fait découvrir cet endroit et la vie à Morzine, elle est incroyable, quoi. Donc, tu es tellement implanté que tu as décidé d'aller un petit peu plus loin. Ouais, carrément. Donc, on est tellement envie de faire autre chose à Morzine qu'on ait enfin pu trouver un magasin. Donc, à partir de ce week-end, j'ouvre mon magasin à Morzine. Ouais. Alors, tu peux nous parler un peu de ce magasin qui est presque un monomarque, plutôt mono. Ouais, dis-nous. Ouais, donc en gros, moi je voulais pas arriver à Morzine. Moi je respecte tous les magasins qu'il y a là-haut. On travaille ensemble depuis énormément longtemps et ils sont hyper implantés. Donc je voulais pas arriver faire de la loc, vendre les mêmes produits qu'eux. Je voulais faire ça différemment. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une proposition de Santa Cruz qui m'ont parlé de leur showroom. Donc leur ancien showroom, c'est qu'ils vendaient pas, ils présentaient que les produits. Il s'avère qu'ils cherchaient quelqu'un pour monter un magasin à la place. Donc ça va être un magasin dédié à Santa Cruz et Cervelo, donc la même, une marque de route de la même maison, on va dire. Les roues réserve et un petit choix personnel, la marque Rafa au niveau des vêtements, parce que j'apprécie, c'est anglais et je trouve qu'en France c'est pas du tout assez distribué, puis j'ai envie d'essayer. Et donc voilà, donc ouais, on est parti, on va pas faire de location comme tous les autres magasins. Mon but c'est de vraiment faire de la vente, avoir un point relais là-bas aussi, parce que je vends déjà énormément de vélos là-bas depuis des années et ça permettra des livraisons beaucoup plus faciles. Les gens ils peuvent venir chercher en boutique et forcément aussi attaquer le marché suisse quand aujourd'hui à Dijon on est trop loin, quoi. Là-bas on sera beaucoup plus proche, donc ça permet de pouvoir aider les clients suisses aussi. Ouais. Ok, donc à partir de ce week-end, donc Ouais. on est le 11, on est le 11 décembre, donc là c'est imminent. demain, c'est imminent. C'est quoi ton rapport avec la marque Santa Cruz? C'est une marque que tu aimes particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Enfin oui, j'adore Santa. Après, pourquoi je sais même pas si ça explique. C'est juste les produits, ils ont une telle aura autour de la marque aujourd'hui qui est incroyable. Nous, on a commencé bien avant que c'était distribué en direct en France et les produits sont beaux, la fiabilité elle est incroyable. Enfin, c'est des produits qui marchent et qui sont faciles assez à vendre quand même. Aujourd'hui, avec le SAV dans les magasins, il faut quand même choisir délicatement les marques. Et Santa, nous, on est très très satisfaits. Et puis,
Je suis visité Santa Cruz plusieurs fois. Et, voilà, je suis un petit peu imprégné de la marque, c'est clair. Ouais. C'est un beau spot là-bas. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui te... Donc, il y a une aura. Ça n'a pas toujours été le cas. Non. C'est-à-dire, il y a 20 ans et quelques, c'était des vélos que en alu, qui n'étaient pas forcément très, très sexy. Puis, au fur et à mesure, on est arrivé sur des vélos qui, pour le coup, sont extrêmement sexy. C'est quoi ton modèle préféré dans la gamme Moi, je suis bien fan des éclairs en ce moment, les vélos électriques. J'ai un VTT électrique comme tous mes clients et c'est un des vélos, c'est que tu montes dessus, tu roules, il est joueur, il est fun et tu peux le balancer dans tous les sens. Que d'autres VTT électriques, c'est un peu plus lourd, un peu plus long. Et, là, l'éclair, je me régale, clairement. Okay. Très bien, donc bien picousé Santa, ouverture du shop. Là, t'as quoi ça va te faire ton 3e shop Ça va faire... c'est ton 2e est un autre projet C'était mon 3e shop et en parallèle que je monte celui-là, j'en ai vendu un autre. Donc du coup, je redescends à 2. Okay. Donc je fais tout en même temps, j'en vends qui est vendu là la même semaine que le 2e ça monte. D'accord. Parce que donc, tu me parlais d'un objectif d'avoir une couverture peut-être un peu plus grande, tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait, c'est pas un secret. Aujourd'hui, j'ai une telle demande dans le sud de la France, on me demande d'ouvrir des magasins, on me demande de reprendre des magasins, on me demande de m'associer littéralement toutes les semaines. Donc je sais qu'il y a quelque chose à faire dans le sud, donc oui, on va très activement rechercher un local pour le 3e magasin dans le sud. Ouais. J'aurais bien voulu un peu central pour desservir les deux côtés, ouest et est, mais pour l'instant, on cherche encore le lieu exactement. Ok. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, encore une fois, la période, elle est pas simple. Non. Malgré tout, c'est quand même un projet qui t'anime aujourd'hui. C'est pas quelque chose que... est-ce que la période actuelle a repoussé un peu le projet ou pas du tout? J'aurais dit c'est peut-être plutôt l'inverse, ça va l'accélérer, je pense. Parce qu'aujourd'hui, les marques ils sont peut-être capables de nous aider beaucoup plus. On peut faire des bons coups, des produits un petit peu moins chers. Les marques, ils ont envie de vendre plus de vélos, donc ils ont envie de nous aider. Malheureusement, c'est vraiment moche à dire, mais il y a beaucoup de magasins qui vont pas forcément passer aussi le cap de cet hiver. C'est très dur. Donc il y aura des places à prendre. Et aujourd'hui, nous, on travaille dans une niche qui est un petit peu particulière, les vélos haut de gamme. Et si je reproduis le même type de structure ici, ailleurs, avec une forte équipe, je pense que ça peut marcher. Après, comme je vous dis, je suis jamais sûr, mais bon, si je tente pas, après, je vais en vouloir. Donc, on va le faire. Ok. Donc un 3e magasin. Alors, tu me disais, aujourd'hui... alors, parce que Chris Bike aujourd'hui Dijon, donc CBD. Donc ensuite, tu as Chris Bike Morzine. Ouais. Après, tu as Chris Bike Sud. C'est des sujets logistiques aussi qui peuvent te permettre de logistique, achat, volume d'achat, etc. C'est quoi le bénéfice d'avoir aujourd'hui 3 points de vente pour toi? Le plus gros point, c'est surtout pouvoir desservir les clients et partout en France. Donc aujourd'hui, j'ai des clients qui font 4, 5, 6 heures de route pour venir à Dijon. Moi, le but, c'est qu'on soit à moins de 2-3 heures un peu partout en France déjà, que les gens ils peuvent déjà faire beaucoup moins de route pour accéder à notre magasin, à venir passer un moment aussi et vraiment choisir leur vélo de leur rêve. Donc pouvoir être plus proche du client déjà. Après, c'est sûr que le côté logistique, il y a d'autres projets aussi qui vont arriver grâce à ces 3 magasins qui sont plus en réflexion pour l'instant, mais qui vont sortir. Et après, oui, centraliser les achats, avoir plus de volume, plus de marge auprès des marques, tout ce qui est logique, quoi. Est-ce que le sujet de la franchise est un sujet qui t'intéresse? Honnêtement, non, pas trop, parce que c'est compliqué. On voit pas mal de magasins qui essayent, qui prennent certaines marques. Nous, on a une identité qui est un petit peu différente et j'aurais peur que ça colle pas du tout, malheureusement. Je veux garder
mon, mon côté insolent, comme tu as dit au début, dans chaque magasin. Ouais. Mmh. Oui, et puis aujourd'hui, tu es quand même très présent. J'imagine que tu as quand même envie de le rester, puisque Ouais, clairement. Hein. parce que c'est aussi cette passion que tu diffuses et que tu distilles dans tous tes magasins. Déjà 3, tu risques d'avoir un peu de déplacement. Comment tu imagines gérer ça d'ailleurs? Après, déjà avec les deux, Morzine et Dijon, ça va se compléter énormément parce que les saisonnalités, c'est pas du tout les mêmes. L'été, ici, c'est un peu plus calme que l'été là-haut, bah, c'est que là, en pleine dedans. Là, l'hiver, ça va se calmer un petit peu à Dijon. Du coup, c'est les périodes scolaires, enfin les vacances scolaires, l'hiver, tout le monde va à la montagne. Donc, du coup, ça va bien fonctionner ensemble. Après, l'équipe va grandir, ça c'est clair. J'ai déjà quelques personnalités fortes dans mon équipe et le but, c'est de reproduire que. En fait, chaque vendeur, je les oblige à vraiment voir leurs clients. Donc, ils ont leur groupe de clients et ils veulent voir que certains vendeurs, que certains mécaniciens. Donc, ils ont leur interlocuteur et que je sois là ou pas là, c'est pas très grave, quoi. Et ça, j'aimerais bien reproduire un peu partout dans chaque magasin. Mmh. Et ça, c'est plutôt cool, ouais. Est-ce que à terme, toi, tu imagines pouvoir justement prendre du recul et laisser tes managers, tes équipes gérer sans avoir à être là? Oh, bah, oui, parce que j'aurai forcément d'autres projets derrière, mais je vais toujours venir travailler dans tous les magasins tout le temps, dans tous les cas, mais Mmh. reculer un petit peu, pour faire autre chose en tout cas, ouais. Mmh, OK. Hem, donc pour revenir un peu sur la période actuelle, Mmh. tu bosses avec, tu bosses avec combien de marques à peu près? En marque de vélo, on est proche d'une bonne dizaine, 10, 12 je crois de tête, ouais. Mmh. Et en accessoires, composants, En tout ça? accessoires, je sais même pas te dire, c'est Ouais. énorme, quoi. Mmh. C'est tout le monde, on bosse avec tout le monde en Ouais, OK. accessoires, ouais. Et donc comment, comment ont évolué justement les relations, tu disais pendant le Covid et post-Covid? Est-ce que, par exemple, tu as des marques avec lesquelles tu as décidé d'arrêter de travailler justement parce que, leur, politique commerciale a évolué, et que ça t'a pas plu? Enfin, Ouais, clairement, ouais. Pendant le Covid, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des marques qui nous ont vachement aidés. Ils ont livré, ils ont adapté les paiements, ils ont été présents pour nous, clairement. Et d'autres, ils ont clairement profité de la situation, livré en masse, facturé et adapté des conditions qui n'étaient pas du tout adaptées à leur marque et à la situation, quoi. Donc là, c'est clair on a évolué un petit peu sur nos choix de marque et ce qui permet de voir la fin de tout ce bordel, qui était là et avec qui nous on va rester après, ouais, mmh, clairement. Ouais. OK. Parce que tous les magasins, tous les autres patrons ils ont connu ça. Hein. Les camions qui arrivent, le semi-remorque qui te dit, bah voilà, il y a 30 vélos, vous les prenez, c'est comme ça. T'appelles le commercial, bah non, mais si tu prends pas, on te facture 10% quand même, si, ça. C'était de l'horreur, quoi. Et ça, pour moi, c'était inacceptable, quoi. Tu as des exemples concrets de trucs qui te sont arrivés, Ah ouais. justement, Ouais, on a plusieurs reprises des semi-remorques entiers. Je crois que le plus, c'était 40 vélos d'un coup. Donc c'était une production complète, donc ça veut dire que c'était le même vélo avec les mêmes, enfin plusieurs tailles, mais le même modèle, même coloris, mais que c'était une production qui était prévue pour une année complète. Donc c'était un cadencement complet que la marque a décidé, bah non, c'est disponible, vous les prenez maintenant ou vous les prenez pas, on le donne à quelqu'un d'autre. Donc dans certains cas, on a quasiment tout pris, quoi. Parce qu'on avait peur de louper de vélo dans cette période où c'est que c'était l'euphorie pour les vélos. Ouais. Et ça, ça nous a bien tapé la trésor. Et après, bah, surtout en termes de rangement, de placement, de logistique, c'était la galère, quoi. parce que tu as beau avoir 1000 m², il faut quand même les mettre les Ouais, cartons et des vélos au large. C'est toujours un peu le cas, ouais, mais ouais, il faut caler le vélo, ouais. C'est clair. ah fou, OK. Tu as des exemples aussi de choses qui se sont passées peut-être dans d'autres magasins? Tu as eu des contacts avec d'autres magasins, qui ont vécu des histoires similaires? Ouais, ouais, bon, énormément. Je quand même pas mal de potes qui ont des magasins, on parle énormément, on se donne pas mal de conseils, on discute souvent et pas mal de marques qui reviennent souvent,
qui ont fait ça et les mêmes histoires partout, Hmm. carrément. Ouais. Ok. Comment tu vois la suite déjà en termes de période? Est-ce que tu as des... Alors c'est dur d'y voir clair, mais comment tu vois là, la prochaine année? C'est quoi un peu tes prévisions, si on peut toutefois appeler ça des prévisions? Je pense que l'hiver va être compliqué, clairement. Début d'année très compliqué pour tout le monde, même pour nous, même peu importe même en dehors du vélo, hein. Euh, mais comme on sait tous dans les magasins, la météo pour nous ça fait tout, quoi. S'il fait beau en mars, avril, ça va partir. On va avoir du stock, donc on saura répondre à toute la demande. En ce moment, les marques font tous des prix, des promos de malades, toutes les marques sans exception, donc on pourra acheter des vélos au bon prix. Les marques nous aident énormément aussi, ils font des facilités, ils font des paiements plus poussés. Donc, je pense que le clé, c'est un peu ces mois un peu difficiles d'hiver. On sait qu'il faut bosser l'atelier, faut bosser les marges dans les vélos, faut peut-être dégazer un peu les vieux modèles qui nous restent en stock et de partir en début de saison un peu propre et espérer que la météo soit bonne, quoi. Hmm. Je vois un peu les choses comme ça en tout cas, ouais. Ok. Et surtout, pas trop dormir, quoi. Vraiment vous proposer plein de choses un peu l'hiver, sortir les gens de chez eux, des apéros, enfin faire venir les mondes en magasin, ouais. De l'action commerciale, De quoi. l'action commerciale, ouais. Hmm. Puis ouais, de l'action commerciale sans forcément parler de vélo, faire des choses qui touchent même pas au vélo, mais juste passer du temps avec ses clients et leur montrer que vous êtes là, même quand c'est dur, on est tout le temps là, et que t'as un client est passé une mauvaise journée, bah qu'il vienne boire un coup au magasin et que qu'on est là, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. Mm. Ok. Comment tu vois la suite de Chris Bike? Là, donc, on a un peu les deux, trois projets. Je sais pas, tu as une vision long terme de ce que tu as envie de faire, de là où tu as envie d'aller? Ouais, c'est compliqué à dire. J'ai tellement d'idées dans la tête, tellement de choses que j'ai envie d'essayer, mais j'ai j'ai envie de. Les gens, ils veulent un vélo en France, ils veulent un vélo haut de gamme. Ben, et je veux que mon prénom, au nom de notre magasin, il sorte, quoi. Clairement. Je veux pouvoir répondre à toutes les demandes, un peu de toutes les marques, des montages à la carte et accéder à la clientèle partout en France, quoi. Hmm. Donc, ouais, il y a plein d'idées dans la tête, plein de choses qui se font on verra, on verra ce qui est possible de faire à mon échelle. Surtout à mon échelle de quelqu'un qui a arrêté l'école à 15 ans, 16 ans, quoi. Quel âge t'as aujourd'hui là? J'ai 35. T'as 35 ans. Ok. Et tu te vois arrêter de bosser un jour ou... Non, non, jamais. C'est trop bien. Enfin, tant que je bosse dans le vélo ou dans l'automobile ou quelque chose qui me plaît comme ça, non, moi, j'arrêterai jamais de bosser. J'arrêterai jamais. C'est trop bien, ça me plaît, on fait du vélo. Je comprends pas d'autres magasins qui se plaignent, c'est compliqué. On vend des vélos, c'est trop bien. On vend ce qu'on aime, quoi. On a de la chance, quoi. C'est cool. Alors, il y a quand même des gens qui se sont mis au commerce de détail de vélo sans forcément être des passionnés. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le vélo c'est un peu l'Eldorado quand même. En disant, ouais, le vélo, ça cartonne, je fais ça. Mais entre être passionné de vélo, pas pratiquer, et les vendre, les réparer au quotidien, enfin, c'est deux mondes d'écart, clairement. Mm. Et on le voit avec les ouvertures des magasins qui referment tout de suite derrière, ils n'ont pas compris, quoi. Ouais. Enfin, t'as des exemples autour Ouais, de... des Ouais. exemples, il y en a eu plusieurs pendant les périodes Covid. Je crois qu'on a eu 3 ou 4. Enfin, à Dijon, quand j'ai regardé les comptes des détaillants de cycles de sport, je crois qu'on avait 26 magasins d'ouverts. 26 pour la ville, c'est énorme. Et sur une période d'un an, en 2022, je crois qu'il y a 4 magasins qui ont ouvert et 4 qui ont fermé aussitôt, quoi. Donc, c'est des heures pas forcément hyper bien payées, mais quand on travaille dans ce qu'on aime, on compte pas, quoi. Mm. Au début. Au début. Ce serait quoi, toi, l'expérience aujourd'hui que tu as envie enfin, l'expérience que tu vends à tes clients? C'est quoi vraiment la signature Chris Bike?
Je dirais que c'est un moment passé. J'aime pas trop le mot expérience, mais c'est le moment vécu que, tu t'achètes pas un vélo à un magasin, tu achètes un vélo, un copain entre parenthèses. Tu viens, on te prépare ton vélo comme il faut, il y a tous les accessoires que tu voulais, hem et que tu puisses repartir, ayant eu un moment, cool quoi. Enfin, c'est trop cool, tu achètes un vélo que tu veux, et c'est un peu ça quoi c'est juste, kiffer la pratique, et l'achat, il fait partie des pratiques, quoi. Mmh. Ouais, je sais pas si c'est bien expliqué, mais Non, non, mais parce que c'est vrai que, enfin, vivre de sa passion, la transmettre, ça c'est encore une fois, c'est pas simple, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, heu et donc avoir la capacité justement de partager cette passion et qu'elle s'exprime chez le client et qu'il la ressente. hem je te dis ça parce que effectivement, t'as des confrères qui tirent un peu la gueule en ce moment, hem bah, parce que la période est pas simple. C'est pareil, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais donner comme comme conseil à tes confrères concurrents, pour, je sais pas si j'ai des conseils à ouais. donner, de mon jeune Mmh. âge, mais ce que il faut être là, il faut travailler. Moi, je suis ouvert, 6 jours sur 7. Ça aide énormément beaucoup de personnes qui travaillent pas qui travaillent pas les lundis, donc ils peuvent venir le lundi. En France, on est très souvent fermé le lundi, et c'est bête, quoi. Je trouve pas, c'est un des seuls jours que beaucoup de personnes, ils ont pour aller dans les magasins, donc ça, c'est super important. On est ouvert entre midi et deux, c'est fait exactement la même chose. Donc les clients, quand ils sortent de leur boulot, de l'usine à côté, ben, ils ont le temps de venir là, déposer les vélos en réparation, faire un petit tour. C'est peut-être être un peu plus présent pour les clients. Ça m'aide énormément. Et il y a énormément de choses. C'est travailler des produits. Aujourd'hui, il faut regarder un peu les tendances, les coloris, ce qui fonctionne dans d'autres magasins, qu'est-ce qui se vend comme moteur. Tellement important les choix des moteurs aujourd'hui sur les vélos. Les e-bikes light qu'ils arrivent, bah, les regarder, les prendre un peu avec pincette, parce qu'on n'est pas forcément, le marché il est pas encore, bien présent, donc y aller mais doucement. Et surtout un des produits qui m'a enfin des produits non, des méthodes de travail qui m'a fait vraiment booster, c'est les vélotests. Moi, en permanence, là, en ce moment, je dois avoir, 40 vélotests. Puis on est l'hiver. Donc c'est de faire essayer vos produits, reprenez les vélos d'occasion, faites essayer les vélos d'occasion, louez-les, juste un choix de malade de produits à l'essai et en location, quoi, qui permet de booster les ventes aussi, quoi. Mmh. Mmh. Le test, donc 40 vélos de test. Comment t'organises toi les tests? Tu accompagnes tes clients? Tu vas rouler avec eux? Bah, il y a plusieurs solutions. C'est soit on va rouler avec les clients. Donc, j'ai un de mes gars qui a son brevet d'État, il est moniteur, donc il va faire des sorties avec les clients et il va aller pouvoir régler les suspensions comme il faut. Ou même on prête les vélos à la journée ou la semaine, où les gens ils peuvent partir rouler un Morzine avec. On faisait des journées de roulage en station, on partait en Italie. Enfin, vraiment être avec les clients, dans leurs endroits qu'ils ont envie de faire du vélo, qui testent les produits, et une fois qu'ils ont essayé le produit, c'est quand même, enfin, à chaque fois ils achètent, quoi. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, avant d'acheter une voiture, on essaye, on achète une moto, c'est pareil. Enfin, c'est logique pour moi. Mmh. Après, c'est là aussi que les marques aujourd'hui, c'est vraiment un moment important de proposer les tests, parce que les marques, ils ont tellement de stock qu'ils ont plus de facilité à nous donner, des vélos tests, ou nous en prêter, ou de faire des prix assez sympas. Donc je pense que c'est un des moments les plus importants de faire essayer les vélos, hein. Malgré l'hiver, l'hiver, il fait froid, tant pis, quoi. Mmh. Donc Donc ça, ouais, c'est bien. s'il y a d'autres magasins qui sont pas chauds pour les tests, il faut qu'ils essayent, quoi, Mmh. clairement. Tu accompagnes les clients systématiquement ou tu Non, leur non, laisses non. les vélos, non? Non, bon, on laisse énormément les vélos, très souvent, ouais. Mmh. Ouais, après, c'est compliqué au niveau du vol. C'est problématique aujourd'hui. Les clients se font voler leurs vélos, on se fait voler beaucoup de vélos. C'est un gros problème, mais c'est dans le monde qu'on vit aujourd'hui, ouais. Là, aujourd'hui, nous, on avait déjà subi plusieurs cambriolages. J'en parle pas trop, sur les réseaux, mais oui, on est 3-4 cambriolages déjà depuis qu'on est ouvert. On a des systèmes d'alarme de folie, ça coûte énormément cher, mais malheureusement, dans le monde du vélo, il faut faire attention, ouais. Mmh.
Donc 3-4 cambriolages, et t'es obligé de sécuriser tes vélos. Bah là maintenant, beaucoup sont sécurisés. Il y a des AirTags, des puces GPS, on a des lasers sur le plafond. On est comme une banque maintenant. Ouais. Donc aujourd'hui, je fais énormément de communication. Donc les gens, ils peuvent faire le tour du magasin sur chaque post Instagram. Donc si j'étais pas capable de me protéger derrière, ce serait compliqué. Ouais. Donc ouais, c'est très très important aujourd'hui, je pense. Ouais. Mais est-ce qu'il y a véritablement un moyen de bien se protéger justement contre ça? Puisque Bah, comme on dit toujours, hein, si quelqu'un veut rentrer, il va rentrer, mais le but c'est de les ralentir au maximum, avoir une alarme qui te déclenche même avant qu'ils te franchissent la porte, qui sont sur le toit. Je vois tous les magasins les copains qui sont pliés par le toit. Nous aussi, ça nous arrivait, mais maintenant on a des lasers donc en dessous et des périmètres au-dessus. C'est vraiment on va dire, tout faire pour que soit la police est déjà appelée avant qu'ils aient franchi la porte, soit vous, enfin, en amont que d'être la personne à l'intérieur, quoi. Comment dire exactement, mais ouais. Être juste prêt pour les ralentir au maximum, ouais. Ok. Ouais. Bon, on espère que Mm. qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc là, la suite, voilà, c'est une année 2024 où il va falloir continuer à rester vigilant. Ouais, clairement, ouais. Euh, Vigilant, mais je pourrais pas trop non plus, parce que les marques, là, on peut trouver des promotions sur les vélos clients directs qui sont phénoménales. Faut en profiter. Les marques nous aident beaucoup, donc c'est peut-être un moment d'en profiter énormément aussi, ouais. Donc vigilance sur certains types de produits, mais sur nos produits on sait qu'ils fonctionnent, qui Covid, pas Covid, crise, pas crise, il y a des produits qui marchent toute l'année. Faut pas on peut prendre quelques risques, je pense. Ouais, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est quand même le bon moment pour acheter un vélo, quoi. Ah bah là, le consommateur en ce moment, on peut faire des affaires phénoménales, que ce soit en ligne malheureusement ou en magasin. Aujourd'hui, moi je sais qu'énormément de clients ils me disent bah voilà, j'ai vu le vélo en ligne, est-ce que tu t'alignes? Alors, on m'envoie ça, je dis bah non, c'est pas possible, impossible. Mais ce que je fais, j'envoie quand même le mail de mon client à un de nos commerciaux. J'ai dit bah voilà le prix que lui là, qu'est-ce que toi tu peux me faire? Aujourd'hui, quasiment la totalité du temps, enfin, mon commercial me trouve une solution. Il me dit ok bah je peux te faire ci, je peux te faire ça, donc tu gagnes quand même quelque chose. Et du coup, faut en profiter en ce moment. Donc malgré les sites internet qui nous faisaient pas mal un peu de tort, aujourd'hui, ils nous aident à avoir des prix plutôt sympas aussi. Ok. Puis quand on se voit ce qui se passe avec les sites internet aujourd'hui, Oui. je pense que le consommateur, il se rend compte un peu que c'était pas possible, quoi. Que les prix sont justifiés en magasin. Ouais. Ok, donc un plébiscite pour le retour en magasin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite 2024, et puis la suite, quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Une belle météo cette année. Nous, à Dijon, on n'a pas trop de chance d'habitude. La météo, ça fait tout, mais non, juste du bon vélo, rouler. Puis rouler avec le plus de monde possible, croiser des clients, des copains à Morzine et faire du vélo, quoi. Clairement. Ok, donc cet été, enfin l'été prochain, on te verra à Morzine. Ah ouais, souvent, ouais. À fond, ouais. Avec ton nouveau shop. Nouveau shop, nouveau vélo, nouveau staff. Ouais, bien. Ok. Si tu voulais écouter quelqu'un que tu apprécies, que tu respectes dans un prochain épisode d'En roue libre, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Moi, franchement, ce serait peut-être le patron de chez Scott en France ou les patrons internationaux. Scott, c'est une marque immense, ou même de chez Santa. Enfin, vraiment les patrons de marques qui sont aujourd'hui très inquiets. Tous, hein, ils sont tous un peu en train de flipper, mais je les écouterai bien, les grands patrons des différentes marques, pour vraiment savoir ce qu'ils pensent, eux, des marchés, où c'est qu'on va, et qu'ils puissent nous donner 2-3 conseils aussi. Ouais. Clairement, moi, ça sera quelque chose qui m'intéresserait énormément. Ouais. Ok. Et même les patrons de marques, mais pourquoi pas les patrons de sites internet aussi, qui fonctionnent, qui sont encore ouverts, de comprendre leur positionnement aussi, vraiment comprendre le marché au global, où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'eux ils vont faire de leur côté pour aller mieux, quoi. Ouais.
Donc, un petit message pour Gary, si tu nous écoutes. Bah, je serais ravi de te recevoir dans Roue Libre bientôt. On en a un petit peu parlé, mais il faut organiser ça. Donc, j'allais te poser la question aussi rituelle, où est-ce qu'on te suit? Mais bon, maintenant on sait. Donc Insta, TikTok, on mettra les liens dans la description de l'épisode. Ouais, partout, comme d'habitude, les réseaux classiques. Ouais. Le jeu concours, il s'arrête quand? Là, il va s'arrêter entre la semaine de Noël et le jour de l'an. Donc, je crois que c'est le 29 de tête. Ok. Donc il reste encore un peu de... Il restera un peu de temps puisqu'on va publier cet épisode lundi 16, si tout se passe bien. Et donc encore un petit peu de place pour le jeu concours. Ouais, carrément. Et puis moi, j'adore faire ça. C'est des jeux concours que je vais continuer tous les ans. Même si je perds, là, je dis honnêtement, je suis pas sûr d'être rentable ou pas du tout sur celui-là, mais c'est pas grave. Nous, ça nous fait de la communication logique et ça permet quand même à un client de partir avec un vélo à 8 000 € et une voiture neuve, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de continuer tous les ans et de proposer des jeux de fou, quoi. Attends, là, le client, il gagne les deux? Non, c'est un client pour chaque lot. Ouais, j'avais peur. Ok. Ouais. C'est déjà pas mal. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais. Excellent. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Chris. Merci à toi d'être venu. Ouais, merci de m'avoir reçu. Merci pour ton temps et puis pour les explications et puis pour le partage aussi des infos. Effectivement, ça se fait pas toujours. Après le podcast, si vous écoutez, vous pouvez toujours me contacter sur le réseau si vous avez d'autres questions sur mon parcours professionnel exactement, que je vous donne des détails, comment donner un CV, parce que je reçois énormément de CV quand même en ce moment, en plus on cherche tout le temps du monde et je reçois vraiment beaucoup. Et je peux vous expliquer un petit peu plus en détail comment se rendre dans les magasins aussi. C'est la première chose à faire, c'est d'y aller, quoi. C'est pas par un mail, quoi. Enfin, plein de petites choses, donc faut pas hésiter. Ok. Ben on mettra, de toute façon, on mettra le lien vers site, Insta, TikTok, etc. Si tu veux partager une adresse mail, why not. En tout cas, si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez le faire sur Spotify, vous pouvez le faire dans les commentaires sur YouTube. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn et puis le contact de Chris, ce sera effectivement dans les notes de l'épisode et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas de laisser un petit avis, ça nous fait très plaisir, puis ça nous aide aussi beaucoup à être plus visible. Donc voilà, merci pour votre attention, merci pour votre écoute et merci Chris. Merci beaucoup. À bientôt et puis bonne continuation. À bientôt, merci. Merci.